Une des leçons tirées de la guerre de Corée par les Américains fut de se rendre compte que les premiers jets n'étaient pas très bien adaptés à l'attaque au sol, en particulier pour l'appui rapproché des troupes. Les résultats avaient été tels qu'ils avaient même dû ressortir des Mustangs et des Corsair de la Seconde Guerre mondiale pour faire le job. Pour remédier à cela, ils avaient évidemment lancé divers programmes au sein de leur armée pour de nouveaux avions d'attaque. Mais cette prise de conscience a également touché les forces de l'OTAN. Forcément, car au début des années 50, la plupart des pays en Europe occidentale sont équipés d'appareils américains identiques à ceux utilisés en Corée. Et donc, ils auraient des problèmes identiques en cas d'attaque soviétique. Il en résulte l'organisation d'un concours pour la réalisation d'un chasseur tactique d'attaque léger dès 1953. Et les prétendants ne vont pas manquer, puisque fabriquer une telle machine devrait se montrer très lucratif. Le but étant de remplacer à terme presque 1 millier de F-84 Thunderjet alors en service. D'après les spécifications demandées, ce nouvel avion doit être suffisamment robuste pour décoller et atterrir sur des pistes en herbe, ou même d'autoroute, d'être capable de voler à Mach 0,95 et de pouvoir rester 10 minutes au-dessus d'une cible se situant à 300 km de distance de sa base d'opération. L'armement est fixé à 4 mitrailleuses de 12,7 ou 2 canons de 30 mm. Et cet avion devrait pouvoir larguer évidemment des bombes de petit calibre. Ah oui, détail important, la cellule ne doit pas peser plus de 2 tonnes 2 à vide, et 4 tonnes 7 en charge. C'est en fait très peu. Pour comparaison, un F-84 pèse justement 4 tonnes 7, mais à vide. Le poids se doit d'être très contenu car la motorisation est imposée. Un Bristol Orpheus. C'est un petit turboréacteur axial de seulement 2 tonnes de poussée, mais dont le développement a déjà été financé par les Américains pour l'OTAN. Alors forcément, de nombreux projets sont effectivement présentés. Et parmi ceux qui n'ont pas été retenus, on peut noter par exemple la réalisation italienne de Airfer avec le très élégant et rapide Sagittario 2. Malheureusement conçu autour de notre moteur, un Rolls-Royce Derwent, un réacteur centrifuge qui plus est, et bizarrement installé à l'avant et incliné vers le bas pour une sortie de tuyère sous le fuselage. Il reste tout de même le premier avion italien à passer le mur du son en piqué. Autre projet abandonné, mais pour le moins original, le SNCAS SE5000 Baroudeur. Il se distinguait par l'absence de train d'atterrissage conventionnel. En effet, il ne disposait que de skis pour se poser et décoller à partir d'un chariot à roues. Ce n'est pas sans rappeler le ME-163 Comet. Le chariot lui-même pouvait être équipé de fusées d'appoint pour réduire la distance nécessaire au décollage. Impressionnant. Mais peut-être un peu trop, et cela a plutôt inquiété les observateurs de l'OTAN. Autre déception tricolore, le Breguet BR-1001 TAN, ou TON selon d'où vous venez, qui pourtant faisait office de favori à la première sélection de 1955 en cochant toutes les cases. Même son nom, anagramme d'OTAN, avait de quoi séduire. Mais les essais en vol révélèrent des problèmes aérodynamiques et lui ont fait perdre la première place. Dassault est présent également au concours, mais c'est disons un peu compliqué. En effet, l'armée française avait demandé avant ce concours un appareil léger d'attaque au sol elle aussi. Mais par contre, l'avion devait être un biréacteur. Dassault avait donc commencé à réaliser le Mystère 22, une version plus moderne des Mystères alors en production, avec un nez pointu et des entrées d'air latérales, et équipé de 2 petits réacteurs turboméca d'à peine 1 tonne de poussée chacun. N'étant pas convaincu par la formule imposée par l'armée de l'air, Dassault avait également développé en parallèle sur ses fonds propres le Mystère 24, un dérivé de ce dernier, un peu plus grand et plus lourd, équipé lui d'un seul moteur mais plus puissant, un Attar 101 de la SNECMA. Ainsi, la demande de l'OTAN tombe pile poil entre les deux. Alors Dassault présente le Mystère 26, mélange du 22 et du 24, forcément motorisé par un unique Orpheus, et profite ainsi des subventions de l'OTAN en passant. Ces 3 machines sont finalement renommées respectivement Étendard 2, 4 et 6. L'Étendard 6 montre de belles choses lors du concours pour l'OTAN, mais il doit lui aussi s'incliner devant le gagnant, issu des usines Fiat. Pas le Trattori 50, mais le G91, celui de derrière. Blague à part, Fiat, on l'a vu sur cette chaîne, fabriquait déjà à cette époque des F86K Sabre Dog sous licence. Et le G91 était tout simplement un Sabre Dog plus petit, à l'échelle 2/3 en gros. Cela limitait les risques de mauvaises surprises d'un nouveau design avec une efficacité presque garantie, et séduirait forcément les Américains. Plutôt malin donc. Ainsi, le Fiat G91, surnommé Gina, fut mis en service en 1958. 175 G91 R1 furent produits pour l'armée de l'air italienne.
De son côté, l'Allemagne de l'Ouest a réalisé 440 G91, des R3 équipés de 2 canons de 30 mm et des R4 équipés, eux, de 4 mitrailleuses Browning. Évidemment, aucun G91 R2 à l'origine destiné à la France ne fut réalisé car, de son point de vue, le concours avait été biaisé en faveur de Fiat. Et en rétorsion, l'État français s'était tout simplement retiré du programme. En plus de l'échec de cet étendard 6, l'armée de l'air française avait également refusé l'étendard 2, les performances de la machine s'étant montrées décevantes en définitive. Ainsi, le programme étendard de Dassault apparaît donc bien mal en point. Mais la Marine nationale doit s'équiper de 2 porte-avions modernes, prévus pour la fin des années 50, début 60, le Clemenceau et le Foch. Et elle doit forcément remplacer ces corsaires par la même occasion, par des jets modernes d'attaque au sol. On retombe donc sur l'équation de départ. Et Dassault propose à la Marine l'étendard qui lui reste en développement, le 4, et Breguet une version améliorée de son temps. La Marine choisira finalement l'étendard 4. Le premier prototype vole en 1958, et l'avion est mis en service en 1961, mais il a nécessité tout de même des modifications importantes pour s'adapter à ce nouveau besoin, et devient l'étendard 4M, M pour Marine, vous l'aurez compris. Il se distinguait forcément par des équipements dédiés aux opérations navales, avec l'ajout de crochets sous l'emplanture des ailes pour le câble de la catapulte, un train d'atterrissage renforcé et une roulette de nez extensible pour augmenter l'angle d'attaque, justement pour les catapultages, une crosse d'appontage et des saumons d'ailes repliables pour faciliter le stockage sur le porte-avions. La voilure était plus grande, et beaucoup de travail avait été apporté à l'hypersustentation pour diminuer au maximum les vitesses d'approche, des becs tombant sur presque toute la longueur de l'aile, et de grands volets pouvant descendre quasiment à la verticale. Pour assurer un contrôle de l'avion à la plus grande plage de vitesse possible, le mouvement des ailerons était combiné à celui des spoilers, et l'empennage était de type monobloc. La machine étant plus lourde avec tous ses équipements, le moteur était plus puissant, un Attar 8C avec 4 tonnes 4 de poussée, toujours dénué de post-combustion, mais possédant un système de démarrage intégré. Le fuselage ayant été redessiné suivant la loi des airs tombée entre-temps, l'avion pouvait atteindre ainsi les 1100 km/h en palier. L'étendard 4M était armé de 2 canons revolver DEFA de 30 mm avec seulement 125 obus chacun, et possédait une capacité d'emport de 1300 kg, une charge relativement modeste, qui pouvait être répartie sur 5 pylônes pour des bidons supplémentaires, des bombes de 250 ou 400 kg, des roquettes ou la possibilité de tirer des missiles air-surface radio-guidés AS-30. On peut noter également la présence d'une perche de ravitaillement en vol rétractable se situant sur le dessus de la pointe avant dans laquelle se logeait un simple radar télémétrique AIDA et un calculateur de bombardement de marque Saab. D'ailleurs, esthétiquement, l'étendard 4M se distinguait surtout par sa quille caractéristique sous cette pointe avant. Il s'agissait d'un rajout nécessaire pour résoudre des problèmes de roulis parasites apparus lors des essais, et servait de logement pour des antennes par la même occasion. Un total de 69 étendards 4M furent produits par Dassault, uniquement pour la marine française, car aucun ne fut exporté. La marine française a également commandé en parallèle une vingtaine d'étendards 4P conçus pour la reconnaissance photo. Ces machines, très proches du M, se distinguaient quand même par une pointe avant un peu différente, équipée d'une perche de ravitaillement fixe ce coup-ci, et qui intégrait 3 caméras développées par l'Onera. Cette version n'était pas armée et un conteneur supplémentaire pouvait être installé sous le fuselage, rempli lui aussi d'équipements de reconnaissance, ainsi qu'un lance-fusée éclairante pour les opérations de nuit. Ce dernier pouvait être remplacé par un réservoir additionnel spécial fabriqué par Douglas, et transformer le 4P en ravitailleur, permettant d'augmenter forcément le rayon d'action de ces machines. Une génératrice, entraînée par le vent relatif à l'avant du bidon, fournissait la puissance pour la pompe de ravitaillement et pour enrouler ou dérouler le panier. Au début des années 70, les étendards 4M apparaissent malgré tout dépassés et la Marine nationale ouvre un concours pour les remplacer. Ayant de très bons rapports avec la société Vought qui fournit déjà les F-8 Crusader pour la défense de la flotte, la Marine étudie la possibilité d'utiliser son cousin, le A-7 Corsair II, qui apparaît comme un prétendant très sérieux. Le CP4 Jaguar Marine est présent lui aussi pour le concours et propose des prestations similaires. De plus, il est à moitié Breguet, issu en partie d'ailleurs du programme Temps, et donc à moitié français. Mais la Marine succombe une fois de plus à l'alternative de Dassault. Ce n'est peut-être pas la meilleure sur le papier, mais c'est a priori la moins coûteuse et la moins risquée avec le Super Étendard, une version améliorée de l'étendard 4, censé partager donc un très grand nombre de pièces avec ce dernier et proposant une réponse cohérente aux besoins de la Marine.
Le super étendard vole pour la première fois en 1977 et est mis en service en 1979. C'est tout de même un bond en avant important par rapport à l'étendard 4, déjà en performance avec l'installation d'un Atar 8K qui passe à 5 tonnes de poussée. Et bien qu'il n'ait toujours pas de PC, le super étendard devient un appareil supersonique capable d'atteindre Mach 1,3 en palier. Ensuite, le super étendard se présente comme un appareil moderne et plus polyvalent aux capacités tout temps avec l'installation d'un radar multirôle Thomson AGAV pour la navigation et le combat, optimisé pour l'environnement maritime. La navigation est maintenant assurée par une centrale inertielle Etna, fournie par Sagem. Elle n'est pas des plus précises, mais elle est capable d'être calibrée sur les navires en mouvement. L'avion reçoit également un système d'alerte radar. Une fois de plus, la voilure est légèrement agrandie et les becs de bord d'attaque courent à présent sur toute la longueur de l'aile pour compenser l'augmentation de poids de la machine. La capacité d'emport est légèrement améliorée elle aussi, en passant à 2 tonnes. C'est donc un peu mieux, mais surtout, l'avion peut emporter à présent un redoutable missile anti-navire AM-39 Exocet. Puis, à partir de 1980, de participer à la dissuasion nucléaire française avec la capacité de larguer une bombe AN-52 ou de tirer un missile nucléaire ASMP. On peut noter d'ailleurs que pour utiliser l'un ou l'autre de ces missiles, c'était un montage asymétrique avec un bidon sous l'autre aile, et les canons devaient être déposés, remplacés par les calculateurs nécessaires à leur fonctionnement. Et des Matra Magic courte portée infrarouge pouvaient être installés sur les pylônes extérieurs pour assurer l'autodéfense du super étendard dans ces cas-là. Sur les 100 machines commandées par la marine, seulement 70 furent fabriquées. Bien que ressemblant fortement à un étendard 4, avec simplement une pointe avant plus volumineuse, le super étendard s'est avéré bien plus cher que prévu. Vendu au départ par Dassault comme 90% identique à l'étendard 4, la marine dénonçait le fait d'avoir un avion 90% différent. Les super étendards remplacent donc les étendards 4M à l'aube des années 80. Mais pas les étendards 4P qui, eux, restent en service. D'ailleurs, compte tenu de leur faible nombre de départs, 4 étendards 4M sont transformés en 4P. Dans un même temps, 14 super étendards sont commandés par l'Argentine, unique contrat à l'export d'ailleurs. Quand la guerre des Malouines débute en 1982, seuls 5 avaient été livrés équipés d'un missile Exocet chacun. L'armada argentine fera preuve de leur efficacité avec 2 missiles tirés sur le HMS Sheffield, l'endommageant gravement, et 2 sur un porte-container anglais, l'Atlantic Convoyeur, avec le même résultat. Seul le dernier Exocet fut tiré sans résultat. À partir des années 90, le super étendard va subir une série de modifications et d'améliorations sous l'appellation générique Super étendard modernisé, ou SEM. Les premières sont le remplacement du radar par un Thales Anémone à la portée double par rapport à l'ancien AGAV, et plus moderne avec davantage de modes de combat et un meilleur support pour les Exocet ou ASMP, ainsi que la mise en place d'un nouvel HUD et d'un OTAS facilitant l'utilisation des systèmes embarqués par le pilote. Puis la deuxième campagne, dite Standard 3, permit l'utilisation de la nacelle de désignation laser Atlas, et donc des armes de grande précision, les bombes LGB ou les missiles AS-30L, dorénavant à guidage laser. À l'aube des années 2000, l'avion passe au Standard 4, avec l'installation d'un nouveau système d'alerte radar Sherlock de Thales, et 2 pylônes supplémentaires sous les voilures dédiés au système de contre-mesure. À cette date, le SEM peut également recevoir un nouveau conteneur de reconnaissance CRM 280, bien plus moderne et performant, ou un réservoir permettant de ravitailler les autres appareils. Ainsi, les étendards 4P sont mis à la retraite, après 40 ans de service tout de même. Des 70 appareils d'origine, 34 furent mis au dernier standard, le 5, permettant au SEM d'opérer de nuit dans de bonnes conditions avec la nacelle de visée Damoclès, ainsi qu'un éclairage de cockpit compatible avec des lunettes de vision nocturne. La centrale inertielle est remplacée par une plus moderne et précise Uni 40. Les étendards ou les super étendards se sont montrés fiables et plutôt robustes. En témoigne cet étendard 4P revenu à bord du Clemenceau, bien qu'ayant été touché par un missile sol-air au-dessus de la Bosnie-Herzégovine en 1994. Ils avaient également la réputation d'être des avions très maniables, agréables à piloter. Bon, il fallait malgré tout respecter les fondamentaux, comme ne pas laisser les mains sur le manche lors d'un catapultage, sous peine de tirer sur ce dernier par la force d'accélération sans le vouloir. Opérer des avions sur porte-avions reste dangereux par essence. Le super étendard modernisé tire sa révérence en 2016, laissant sa place à une autre drôle de machine, le Rafale Marine. Évidemment, les performances et la capacité de charge de ce dernier effacent les prestations des étendards.
Mais nul doute qu'il y a dans son ADN les gènes de ces machines qui furent le fer de lance de la Marine nationale sur plus de 50 ans. Je vous mets en vignette de fin le lien vers une superbe vidéo qui rend hommage à ce vétéran des mers.